Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Les titres de ce 20h. Voilà 70 années que le Collège moderne du Plateau dispense le savoir. Des millions de jeunes élèves y ont été encadrés. L'un d'eux, aujourd'hui vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a procédé au lancement des festivités de ses 70 ans. Les députés ivoiriens ont planché sur la lutte contre la corruption. 2 projets de loi ont été adoptés, l'un sur le régime du gel des avoirs et l'autre sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les urgences médicales du CHU de la commune de Trècheville ont rouvert leurs portes ce lundi. Cette aile de l'hôpital était fermée depuis le 14 mai pour des travaux de réhabilitation et de désinfection. Elle répond désormais aux normes en la matière. Et puis en France, le jeune Malien qui a sauvé une enfant suspendue dans le vide ce week-end a été reçu aujourd'hui à l'Élysée. Le président français lui a proposé la naturalisation et devrait également intégrer le service civique des sapeurs-pompiers. Bienvenue à tous dans le 20h de ce 28 mai. Merci de suivre RTI 1. Michel Camdessus, ancien président directeur général du Fonds monétaire international FMI, est en Côte d'Ivoire en visite. Il a été accueilli aujourd'hui par le président ivoirien Alassane Ouattara. Le Collège moderne du Plateau célèbre ses 70 ans. Les festivités ont été lancées par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, ancien pensionnaire de l'établissement. Il a promis le soutien du gouvernement pour la réhabilitation de cette école qui date de l'époque coloniale. Mahama Traoré. En 70 ans d'existence, le Collège moderne du Plateau a le mérite d'avoir formé de nombreux hauts cadres ivoiriens, parmi lesquels le vice-président de la République. Et c'est donc avec émotion que Daniel Kablan-Duncan a retrouvé ce lundi sa salle de classe de 5e, moment de souvenir à la faveur des festivités marquant le 70e anniversaire de l'école. Notre objectif, à travers la célébration de ce 70e anniversaire, est de réunir autour de notre projet de réhabilitation les partenaires de l'école et les décideurs de notre pays afin de redonner au Collège moderne du Plateau l'éclat de ces vertes années, de cette belle époque dont les anciens parlent avec emphase. Avec un effectif de 2779 élèves, le Collège moderne du Plateau est, selon la ministre Candia Camara, un fleuron du système éducatif ivoirien. De 2013 à 2017, le taux de réussite au BEPC de l'école est passé de 37 à 75%. Pour 2018, l'établissement vise 85% de taux de réussite. J'imagine aisément les générations d'enseignants et d'élèves qui se sont succédés sur les bancs de cet établissement. Je sais combien, par un travail patient et généreux, les maîtres de cette école ont façonné des générations de jeunes pour en faire des adultes accomplis et épanouis. Cette école, comme toutes les autres d'ailleurs, doit être une école dans un environnement sain. Une école où les résultats sont satisfaisants grâce à une belle synergie entre enseignants, encadreurs, apprenants, parents d'élèves et autres partenaires du système éducatif. Le vice-président de la République annonce que le gouvernement a décidé d'appuyer la rénovation de l'établissement septuagénaire. Il a également exhorté la jeune génération au travail. Vous les jeunes, vous devrez rêver. Non pas de vaines illusions, mais vous devez rêver de votre futur. Rêver de votre devenir. Rêver de votre réussite qui passe nécessairement par l'effort. Vous devez aussi rêver du futur et du devenir de votre pays en utilisant au mieux les capacités et les talents que Dieu vous a donnés et que vos parents vous aident à développer. Le travail, toujours le travail, encore car le succès est au bout de Au programme de ces festivités marquant les 70 ans du Collège moderne du Plateau, des panels, des activités socioculturelles et une journée de l'excellence. 2 projets de loi ont été adoptés par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale.
Le projet de loi portant régime du gel des avoirs et celui portant ratification de l'ordonnance relative à la loi prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les deux projets de loi viennent renforcer la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire veut se doter d'instruments juridiques pour lutter efficacement contre la corruption et les infractions assimilées. Conformément à cet engagement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est face aux députés pour défendre deux projets de loi. Nous sommes venus présenter à la représentation nationale, du moins à la Commission des affaires générales et institutionnelles, deux projets de loi. Un projet de loi qui prévoit un régime juridique du gel des avoirs illicites et un projet de loi portant ratification d'une ordonnance qui fixe la liste des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, comprenant notamment la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le gel des avoirs en tant que mesure conservatoire prévue par les conventions internationales permet de priver de leurs biens les personnes impliquées dans la commission de ces infractions au cours des investigations. Tout détenteur des avoirs illicites est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Concernant le second projet de loi, il s'agit de mettre en cohérence la déclaration de patrimoine du vice-président de la République avec la Constitution. Par ailleurs, il s'est avéré nécessaire d'étendre la liste des assujettis à la déclaration de patrimoine en y incluant les agents publics de premier plan que sont les membres du Conseil constitutionnel, les magistrats, ainsi que toute autre personne exerçant de hautes fonctions dans l'administration publique ou chargée de la gestion des fonds publics. Les deux projets de loi ont donc été adoptés par la majorité des parlementaires présents à cette séance. La lutte contre le trafic illicite des migrants est également au cœur des échanges à l'hémicycle ivoirien. Deux autres projets de loi ont été adoptés ce jour. Le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants et celui relatif à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées. Toujours à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, la nouvelle problématique de la carte nationale d'identité ivoirienne et la sécurisation de l'état civil en Côte d'Ivoire ont fait débat. La solution, un registre national des personnes physiques, un vaste programme informatique pour donner à chaque personne un numéro unique. Gabriel Zani. Les débats sur l'état civil ivoirien n'en finissent pas. Lors de la séance de questions orales et débats organisés par l'Assemblée nationale, les députés ont soulevé plusieurs questions. Instituer une base nationale de données d'état civil, supprimer de façon définitive les attestations d'identité, comprendre les raisons qui retardent l'institution d'une carte d'identité biométrique, ces sujets ont nourri les réflexions à l'hémicycle. Je voudrais savoir les attestations délivrées par les commissariats, par ces commissariats sont différents des attestations délivrées par le ministre. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, c'était une opportunité pour exposer sur l'innovation de l'état civil en préparation. Le registre national des personnes physiques. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une base de données qui centralise l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes. Il s'agit d'un système intégré, global, fiable et sécurisé qui associe à chaque citoyen vivant en Côte d'Ivoire un numéro national d'identification. Si cette nouvelle réforme brille par ses avantages, il n'en demeure pas moins qu'il reste des zones d'ombre pour les élus. Pour rassurer les Ivoiriens, la question fondamentale qui est posée, est-ce que fin 2019, nos cartes nationales d'identité seront encore valables? Le registre national des personnes physiques est la solution de l'état civil ivoirien, selon le ministre. Cependant, pour renouveler les CNI, dont la validité expirera en 2019, le gouvernement dispose d'un plan. Toutes les personnes qui sont concernées ont déjà leur biométrie dans la base de données de l'ONU. Il s'agit simplement de les actualiser. Et pour l'actualisation, les 7 millions de personnes détentrices de cartes nationales d'identité vont se soumettre à une procédure qui n'est pas la même chose que celle des nouveaux demandeurs.
La faisabilité du registre national des personnes physiques dont le décret de création a été pris le 9 mai dernier est essentielle pour la réussite du projet. Le député maire de Fresco à l'origine de cette rencontre est satisfait des échanges. Je suis en partie satisfait. Maintenant, attendons à la pratique. Il s'agira pour chaque Ivoirien de figurer dans cette base de données. C'est le début de la sécurisation de notre état civil. 2018 et 2019 constituent les périodes charnières de la mise en place du RNPP, dont les nouveaux mécanismes d'enregistrement des faits d'état civil sont en expérimentation dans les régions de la Nawa, du Boakley et de San Pedro. Le démarrage effectif du RNPP est prévu en septembre prochain. Quittons l'hémicycle pour l'ouverture du Discop Abidjan 4e édition. 750 participants sont attendus à ce grand rendez-vous de l'audiovisuel qui se tient du 28 au 30 mai. Il vise à favoriser les échanges avec et entre les 34 pays d'Afrique dont la langue officielle est le français, plus ceux où le français est beaucoup parlé. Christelle Menant. Changement de site et de décor pour sa 4e édition, mais le Discop Abidjan, c'est toujours un marché de contenu audiovisuel et une plateforme d'échange sur les dynamiques de l'audiovisuel en Afrique. Le tout durant 3 jours. Mais que gagne la Côte d'Ivoire à abriter le Discop Abidjan depuis 2015 ? On a posé la question au ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste en visite sur le site. Pour nous, c'est une réelle opportunité. Nos producteurs, nos distributeurs, etc. ne peuvent que tirer avantage d'avoir un événement comme celui-là ici. Cela les met en visibilité, cela met en visibilité la production ivoirienne, cela met en visibilité la production de la RTI, cela donne la possibilité à la RTI de vendre son contenu à des distributeurs, à des diffuseurs africains, à des diffuseurs dans le monde entier. Cette année, le Discop Abidjan allège la forme, pas de cérémonie d'ouverture, mais préserve le fond. Thème du premier panel de discussion, c'est désormais une tradition, la montée en puissance de l'Afrique. C'est connu, depuis quelques années, le secteur du divertissement et des médias s'éveille sur le continent. L'Afrique francophone emboîte le pas à ses voisins anglophones. Les experts prédisent aux francophones une progression de plus de 35% d'ici 2021. Des prévisions optimistes basées en partie sur la libéralisation du secteur intervenue dans plusieurs pays d'Afrique. Des libéralisations pas toujours inscrites dans des politiques stratégiques visionnaires, comme le reconnaissent la plupart. Et même si les outils technologiques ont permis à davantage de personnes de s'exprimer dans le milieu, le manque de professionnalisme mine l'industrie naissante. Pour que ça fonctionne, il faut aussi que tous les éléments, tous les acteurs nous permettent de pouvoir sortir des productions audiovisuelles de qualité, mais surtout à un prix qui convient à notre marché publicitaire. En Côte d'Ivoire, 4 chaînes de télé sont déjà dans les starting blocks. En attendant le coup d'envoi de la libéralisation, les questions de financement se font de plus en plus entendre, pourvu que les gouvernements comprennent le potentiel économique de cette industrie immatérielle. Il y a un vrai potentiel qu'il faut réussir à saisir. On a beaucoup plus de chances de s'installer comme des exportateurs dans de l'immatériel créatif, comme la fiction, que dans les produits industriels. Aujourd'hui, quand on regarde, en 4 ans d'interdistribution, on est présent pratiquement sur tous les continents. C'est juste en Amérique latine, pour l'instant, qu'on n'a jamais vendu. Le secteur sur lequel on a le plus de chances d'exporter au niveau mondial et d'occuper les premiers plans au niveau mondial, c'est la culture. Les moyens financiers devraient arriver. La professionnalisation est en cours. La technologie est en place. Reste plus qu'à savoir où aller en plaçant des garde-fous. Il faut que l'Afrique comprenne que aujourd'hui, nous sommes, comme je le répète, un continent leader. Marchons à notre rythme, avançons à notre rythme, acceptons les autres. C'est la mondialisation, on veut bien, on rentre dedans. Ils l'ont bâti avec des règles. On n'était pas sur la table de ces règles. Donc nous aussi, on peut bâtir nos stratégies avec nos règles. On résume. Presque tous les ingrédients sont réunis pour soutenir cette montée en puissance de l'industrie audiovisuelle en Afrique et en Côte d'Ivoire. La régulation du secteur fait partie des points à améliorer en apprenant des erreurs et des succès des autres. Et aujourd'hui, plus qu'hier, y croire et s'en donner les moyens. Également au centre des échanges de cette première journée du Discop Abidjan, la place et l'importance des femmes dans l'industrie des médias et du divertissement en Afrique francophone. Plusieurs panélistes ont évoqué les initiatives féminines dans le secteur. Les participants ont également abordé les difficultés rencontrées par les femmes dans l'exercice de leur profession.
L'actualité sanitaire, c'est la réouverture aujourd'hui des urgences médicales du CHU de la commune de Trècheville. Ce pavillon de l'hôpital avait fermé ses portes du 14 au 27 mai pour des travaux de réhabilitation et de désinfection. Les urgences du CHU de Trècheville, ce sont 13 000 patients reçus chaque année. À Mississauga. Les urgences médicales du CHU de Trècheville à nouveau fonctionnelles. Elles avaient été fermées pour cause de travaux et de désinfection pendant 2 semaines. D'une capacité de 16 lits, tout est prêt pour accueillir la population. Le service des urgences médicales n'est pas un service d'hospitalisation en lui-même. C'est juste un service qui permet d'accueillir les patients dès qu'ils ont une urgence très importante à la maison, soit pour les bien portants ou des malades qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas, qui tombent. Et dès qu'il y a la première crise, c'est le lieu où on les reçoit, n'est-ce pas, pour faire le point de la situation d'urgence. Et notre rôle est de transférer aussitôt, le plus tôt possible, même dans la nuit, les patients dans les services d'hospitalisation qui sont prévus au CHU de Trècheville. Les urgences médicales du CHU de Trècheville répondent désormais à toutes les normes pour offrir des soins de qualité selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. S'adressant au personnel, elle les a exhortés à plus d'humanisme pour le bonheur de la population. Avant que nous ayons entrepris la restructuration, les constructions de nouvelles structures, il faut reconnaître que les normes n'étaient pas respectées. C'est sûr que tout ne sera pas parfait. Notre ambition, c'est de faire en sorte que les populations puissent se retrouver dans des structures sanitaires de qualité, mais que le personnel qui y travaille également travaille dans de bonnes conditions, avec de bons plateaux techniques, et à ce moment-là, je sais que le reste suivra. Les urgences médicales du CHU de Trècheville accueillent environ 13 000 patients par an. Profitant de sa présence, la ministre Raymond Goudou Kofi a visité des services déjà réhabilités pour s'enquérir de leur bon fonctionnement. Entre autres, stomatologie, ORL et anatomie, pathologie. L'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes abrite désormais un projet incubateur d'entreprise. Il prend en compte l'installation et l'équipement de 3 bénéficiaires, les meilleurs diplômés de l'établissement pour l'année 2016-2017. Coût de l'investissement, 16 500 000 francs CFA. Walter Hamadou Ouattara. Joséphine John est une entrepreneure en herbe. Sortie major après 3 années de formation, elle espère ouvrir son atelier de bijouterie d'ici quelques mois. Son entreprise est en incubation au sein de l'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes EIBEMA, dont elle est une ancienne. Une formation qui ne l'intéressait pas au début. Je voulais être une aide-soignante. Quand j'ai passé le concours, il y a eu le concours, on m'a dit, je viens dans le domaine de la bijouterie. Quand je suis venue, j'ai fait 1 an, je suis tombée enceinte. Et après quoi, je me suis reposée 1 an. Et je suis revenue encore, j'ai passé encore le concours. Ça a marché et je suis venue. Et vraiment, avec l'aide des professeurs et tout, mon entourage, vraiment ça m'a beaucoup aidée. Et ça a permis que vraiment je puisse aimer le métier encore plus. J'aimerais être comme ces grands bijoutiers qui sont passés ici, comme M. Maximin, M. Asike Oro. Elle a obtenu cette place dans cet incubateur parce qu'elle fait partie des 3 meilleurs stagiaires de l'EIBEMA. Pendant 2 ans, elle et les 2 autres seront coachés par Maximin Lukouyao, bijoutier professionnel et ancien de cette école. Ils n'auront pas à se soucier du loyer et autres charges d'exploitation. 16 500 000 francs CFA, c'est le coût global de ce projet d'incubation qui prend en compte l'installation et l'équipement des bénéficiaires. Ils pourront eux-mêmes aller prospecter, prendre leurs propres clients, travailler au sein de l'EIBEMA, profiter des ateliers spécialisés de l'EIBEMA et confectionner des bijoux qu'ils pourront livrer à leurs clients. Le projet est appuyé par le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le secrétariat d'État a mis à leur disposition ce projet pour les aider à se prendre en charge et autonome, en leur mettant à leur disposition des kits de formation. Donc, à mon humble niveau, je pense que c'est une contribution aussi forte. Je lance un appel à tous ces jeunes, à tous ces apprenants qui sont là, de travailler avec dextérité pour faire partie des meilleurs et bénéficier de ce projet-là l'année prochaine. L'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes forme, produit et commercialise tout produit de bijouterie.
Les 90 stagiaires qu'elle accueille chaque année, à l'instar de Joséphine, s'installent généralement à leur propre compte. Les meilleurs deviennent des prestataires de l'école. École qui se lance désormais à la conquête de la sous-région. La Fédération ivoirienne des textiles traditionnels veut contribuer à l'autonomisation de la femme à travers le pagne traditionnel. Les journées du pagne traditionnel ivoirien viennent donner à ces femmes une lucarne d'expression, une plateforme d'échange et de commercialisation. Nadia Eja et Franco Adio. La femme au cœur du secteur du textile traditionnel en Côte d'Ivoire, de la filature du coton à la commercialisation des tissus. Aucune étape ne lui échappe, un intérêt qui s'explique. J'ai fait une formation de modéliste. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas promouvoir le pagne de chez moi? Depuis tant de nos grands-mères font, nos mamans, jusqu'à aujourd'hui, nous on fait. Héritage de mère en fille, passion personnelle, gain financier, les femmes du secteur se disent satisfaites. Depuis 1985, je suis dans la vente des pagnes baoulés. C'est ce que je fais pour m'occuper des enfants. Un rôle important pour l'autonomisation de la femme. Chantal Guiraud est tisserande, teinturière et présidente de la Fédération ivoirienne des textiles traditionnels. Elle s'est donnée pour mission vulgariser ce secteur à travers les journées du pagne traditionnel ivoirien. Thème de cette première édition textile et valorisation du pagne traditionnel ivoirien, enjeux et perspectives pour l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Mais nous voulons montrer à tous que nous sommes aptes à affronter les marchés internationaux. C'était très porteur. La femme a sa place et ça peut la rendre vraiment autonome. 3 jours, elles ont pu échanger sur les enjeux du secteur. Les formations et des expositions-ventes ont animé ces journées. Pour le directeur de Côte d'Ivoire Tourisme, le pagne traditionnel joue un rôle capital. On ne sort pas un pagne traditionnel n'importe comment. Ça dépend des cérémonies, des lieux. Et c'est ce que les touristes viennent rechercher. L'âme de notre pays, l'âme de la diversité de la Côte d'Ivoire. Le textile, un secteur porteur donc, il est important aussi bien pour le tourisme que pour l'économie. Nous sommes en pleine saison des pluies et les eaux de pluie ruissellent généralement dans les bassins versants. Il en existe plusieurs sur le territoire ivoirien. Dans la ville d'Abidjan, le bassin du Gourou cristallise l'attention. Quand il est inondé, la circulation est difficile, voire impossible, et les risques sont multiples. Comment est-il drainé pour éviter les inondations, surtout au niveau du carrefour de l'Indenier? Christelle Menant. Un bassin versant, c'est une zone géographique sur laquelle toutes les eaux de pluie qui y tombent ruissellent jusqu'à un exutoire. C'est en principe le point de sortie de ces eaux. Le bassin du Gourou, c'est le plus important des bassins versants de la ville d'Abidjan, 28,6 km². Il couvre 4 communes, celles d'Abobo, d'Adjamé, de Cocody et du Plateau. Il est traversé par un canal primaire d'environ 7 km, construit pour drainer l'ensemble des eaux de ruissellement du bassin. Ces eaux arrivent au niveau le plus bas du bassin, l'exutoire du carrefour de l'Indenier, pour se déverser enfin dans la lagune ébriée. Mais avant d'y arriver, le débit de ces eaux pluviales est régulé par 7 barrages, des écrêteurs de crues. Ils permettent de limiter les remontées de hauteur d'eau au niveau du carrefour de l'Indenier. Mais les 7 barrages ne permettent de réguler que 52% de la superficie du bassin du Gourou. Construire un 8e barrage au niveau de Williamsville, zone actuellement occupée, permettrait de réguler davantage de superficie du bassin. Autre ouvrage du système de drainage dans le Gourou. Les bassins tampons. Il y en a 3, disposés au niveau du carrefour de l'Indenier. Ils servent à retenir le sable et les déchets solides drainés par ces eaux de ruissellement. Quand ils sont saturés, le niveau de l'eau monte plus vite. On assiste à des inondations au niveau du carrefour de l'Indenier, mais ces inondations s'expliquent davantage par des débits exceptionnels sur le bassin du Gourou, notamment lors des fortes pluies. Selon la Sodexam, l'année 2018 devrait connaître 35% de plus de précipitations par rapport à l'année dernière. Rentrée politique de la délégation régionale du mouvement des forces d'avenir MFA dans la Mé. Le président Siaka Ouattara a été fait chef de terre et baptisé Onshobi Atse en mémoire d'un ancien chef de terre de la région. Alexis Ouedraogo. Pour la rentrée politique de la délégation régionale du MFA dans la Mé, c'est la ville d'Akoupé qui a été retenue. Face aux membres de son parti, Siaka Ouattara a exhorté les nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale de la CEI dans le cadre des prochaines échéances électorales. Nous sommes venus pour sensibiliser nos militants
D'abord pour l'importance du parti unifié et aussi pour se faire enrôler pour pouvoir participer en bon nombre aux élections à venir. Le MFA, c'est toute une équipe qui est en marche pour accompagner le président de la République et son aîné Henri Konan Bédié à aller vers le parti unifié qui est gage de paix et aussi de réconciliation pour la Côte d'Ivoire. Siaka Ouattara a annoncé une tournée de mobilisation dans les 31 régions du pays, conduite par la direction du parti. Cette rentrée politique a été aussi marquée par les nominations de nouveaux responsables locaux du MFA. La jeunesse du PDCI RDA a mis en place une plateforme. Elle est dédiée aux mouvements et associations de jeunesse des partis membres du RHDP. La plateforme est dénommée Réseau des jeunes du PDCI RDA pour 2020. Elle vise à promouvoir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo. Promouvoir l'unité et la cohésion des jeunesses du rassemblement des oufouettistes RHDP, servir de porte-flambeau pour l'aboutissement de l'unification du RHDP, des objectifs que le réseau des jeunes du PDCI RDA pour 2020 veut réaliser pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Cet engagement, ils l'ont pris lors du lancement des activités de la plateforme des mouvements et associations de jeunesse de tous les partis politiques du RHDP. Sans le rassemblement et la cohésion, toute action politique est vouée à l'échec. C'est pourquoi nous saisissons cette occasion pour appeler tous les jeunes épris de paix à faire confiance au président Henri Konan Bédié et à son frère, le président Alassane Ouattara. Le RHDP, cette machine qui gagne, doit continuer sa marche et la jeunesse doit en être le carburant. Le ministre Jean-Claude Kouassi, représentant le parrain Théophile Awandouli, a salué cette initiative de la jeunesse. Il vous reviendra chaque jour, à chaque heure, de sensibiliser, d'informer et de former aux valeurs de paix, d'unité et de rassemblement pour que toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens se joignent au creuset d'espérance et de progrès que portent et valorisent les enfants et petits-enfants du président Félix Houphouët-Boigny à travers le RHDP. C'est là votre devoir, et ce devoir-là, vous avez l'obligation de l'accomplir avec brio et succès. Pour réussir sa mission, le réseau des jeunes du PDCI RDA pour 2020 entend entreprendre une tournée nationale pour promouvoir l'oufouettisme, philosophie de paix, de tolérance et de dialogue. Une page de nécrologie dans ce journal. Jean Konan Banny est décédé hier dimanche à Abidjan. Avocat de formation, Jean Konan Banny est le frère aîné de Charles Konan Banny, ancien Premier ministre ivoirien. Homme politique proche du président Félix Houphouët-Boigny, Jean Konan Banny a occupé plusieurs fonctions importantes dans le pays, notamment celle de ministre de la Défense et de ministre résident du district autonome de Yamoussoukro. Il est décédé à l'âge de 88 ans. L'actu en bref de ce début de semaine nous conduit au Burkina Faso qui reprend ses relations diplomatiques avec la Chine. En France, où le jeune Mamoudou Gassama, héros de ce week-end, a été reçu ce matin par le président Macron. Et au Mali, où la présidentielle se prépare pour le 29 juillet prochain. Alexis Ouedraogo. Quatre nouveaux candidats se sont déclarés cette fin de semaine à Bamako. Un humoriste, 2 anciens ministres et un opposant. Au total, une vingtaine de candidatures sont enregistrées pour la présidentielle malienne du 29 juillet prochain. La reprise des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine a été actée samedi à Pékin par les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Des missions devraient être rapidement envoyées pour l'ouverture d'ambassades. Un accord cadre de coopération signé entre Ouagadougou et Pékin en septembre prochain au moment de la visite du président Roch Kaboré à Pékin en marge du sommet Chine-Afrique. Samedi, vers 20h, alors qu'il s'apprête à dîner, Mamadou Gassama aperçoit un bébé suspendu à une rambarde d'un immeuble au 18e arrondissement de Paris. Le jeune Malien de 22 ans n'hésite pas à escalader le bâtiment à main nue. Ce lundi, il a été reçu par le président français Emmanuel Macron. Mamadou Gassama va être naturalisé français et intégrer les sapeurs-pompiers.
Et c'est tout pour ce 20h. D'autres informations sur le www.rti.ci. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir à tous.